Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste. Une sorte de Dao De Jing pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 43, L'enfer, c'est nous. Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de thedaoproject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage, pratique et moderne du taoïsme. Ces derniers temps, je me suis abonné à de nouveaux groupes Facebook. En fait, j'ai fait une expérience et j'ai choisi des groupes dont le thème était plutôt ésotérique. Des groupes du genre citation d'amour quantique, la puissance de la pensée positive. Derrière cet acte en apparence un peu stupide, mon objectif n'était pas de perdre plus de temps sur Internet. Et je n'espérais pas plus apprendre quoi que ce soit en termes de développement personnel. J'avais en réalité plusieurs buts sérieux. Je voulais voir si un message cohérent peut être entendu sur de tels groupes. Je voulais voir comment fonctionne l'esprit des personnes qui fréquentent ces groupes. Et je voulais aussi voir si je n'allais pas m'emballer et tailler à tout va ceux qui racontent des niaiseries ou qui ne sont pas capables de voir qu'ils ne raisonnent pas mieux qu'un gamin de 7 ans. Ouais, je sais, je suis pas sympa avec les gamins de 7 ans. Là, on peut se demander quel est le rapport entre le titre du podcast, L'enfer c'est nous, et ce type de groupe. Et surtout, pourquoi je vous raconte tout ça? Je pourrais répondre avec une boutade, car c'est mon style. Je pourrais vous dire que ce genre de groupe, c'est justement l'enfer, et que c'est nous qui le créons en y participant. Bon, ça serait un peu facile et surtout un peu malhonnête. J'espère que je vous ai habitué à mieux. Alors, j'aimerais plutôt vous donner un exemple et vous expliquer ce que moi j'y vois, et en quoi c'est intéressant. Je vais aussi vous montrer dans cet épisode en quoi le fait de changer notre perspective va nous permettre d'évoluer. Je ne sais pas si c'est une nouvelle mode, si ces messages ont toujours été aussi fréquents, ou si l'algorithme me joue des tours, mais je vois pas mal de tirades qui annoncent que si vous dormez mal, que vous êtes stressé, c'est en simplifiant que vous êtes en train d'évoluer. Bon, j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, et oui, j'en ai encore vu plusieurs de ce style, et dans différents groupes. Donc, je vous en reparle, car je vais utiliser ce support pour éclairer certains mécanismes qui sont à l'œuvre. Ce qui m'intéresse dans ce genre de message, ce n'est pas tant leur teneur, à l'opposé du bon sens, mais la réaction des personnes qui le lisent. Et là arrive le rapport avec nous-mêmes. Pour commencer, je vous propose de revenir sur cette idée un peu ridicule qui voudrait que toute évolution passe par une souffrance. C'est l'idée du no pain, no gain. Et cette doctrine est tellement ancrée dans notre culture qu'elle corrompt absolument tout, depuis l'école primaire à notre âge adulte, en passant par notre vie quotidienne. D'où vient-elle? C'est assez vieux. Et sans surprise aucune, la source en est biblique. Je laisse Dieu lui-même vous l'expliquer. Il dit enfin à l'homme : parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture, tous les jours de ta vie. Genèse, verset 17. Résultat, depuis 2 millénaires et quelques, on nous bassine avec cette nécessité de souffrir, avec le fait qu'on est des gros nazes qui doivent en baver parce que, soi-disant, nos ancêtres ont foiré une consigne. C'est un peu comme si, lorsqu'un criminel était jugé et condamné, on mettait aussi en prison ses enfants et les enfants de ses enfants. Je vous laisse juste digérer 2 secondes la logique imparable de la chose. Alors, bien sûr que le texte originel ne signifie pas cela. Il parle de manière allégorique du principe de l'incarnation. Oui, mais qui sait ça? Certainement pas les paroissiens qui écoutaient bien sagement le prêtre leur répéter qu'ils étaient des pécheurs. Et par là, ils n'entendaient pas des cultivateurs de ce fruit délicieux ramenés par Alexandre de Macédoine en Europe. Non, ils entendaient des personnes qui étaient fautives et qui devaient donc s'en prendre plein la face. Je vous cherchais. Bonjour. Ah, m'adresse pas la parole, hérétique, c'est bon. Tu sais, moi, pour moi, les femmes, j'aime pas ça, c'est de la saloperie. Une chose importante d'avoir à l'esprit, pour le contexte, c'est que la société européenne était basée sur une triple division. Ceux qui tabassent les autres, les chevaliers puis les nobles, ceux qui bonimentent et donnent mauvaise conscience, le clergé, et le reste, l'écrasante majorité, ceux qui travaillent, qui nourrissent tout ce petit monde. Juste en donnant ce contexte, on comprend déjà mieux pourquoi il était intéressant d'enfoncer dans le crâne de tout un chacun que la souffrance était nécessaire. Tu dois t'échiner à retourner tes champs car tes ancêtres ont péché. Tu dois te détruire les poumons dans la mine de charbon car tes ancêtres ont écouté le serpent.
Tu dois mener ton troupeau dans le froid et la pluie, car Ève nous a foutus dedans. Oui, mais noble chevalier, vos ancêtres, ils ont pas péché aussi? Oui, mais moi j'ai une grande épée. Alors tu la fermes et tu retournes garder tes moutons. En apparence, je pars assez loin, mais vous allez voir que cette vision a absolument tout déformé dans notre vie. Et même dans des activités assez banales ou assez éloignées en apparence de l'extraction du charbon dans une mine. Nous avons tellement intégré cette idée que, sans souffrance, sans travail, nous n'arriverons à rien. Qu'à votre avis, que se passe-t-il lorsque sur un réseau social, quelqu'un balance comme ça, sans justification aucune, que si tu dors mal, que si tu as mal au dos, que si tu es anxieux, que si tu n'arrives pas à te reposer, c'est que tu travailles, que tu es en train d'évoluer. Sérieusement, à votre avis, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que dans les commentaires, on retrouve des insultes du style « Arrête de nous bassiner avec cette croyance judéo-chrétienne que l'on doit en baver » ? Arrête de tout ramener à une faute féminine qui a instauré un patriarcat religieux. Ben non. Sans surprise aucune, on ne retrouve aucun commentaire de cette nature. En revanche, il y a une multitude de merci, ah, je comprends enfin pourquoi je souffre, gratitude, amen. 2 secondes, je vais vomir et je reviens. Petit disclaimer, je n'invente rien et je ne déforme aucun message. Je vous propose d'admirer le lavage de cerveau que nous avons subi. Avant d'aller plus loin, faisons un petit crochet par la Chine. En plus d'avoir domestiqué le péché, l'arbre fruitier, il y a environ 3000 ans, cet empire l'a exporté jusqu'en Perse. Oui, le même pays conquis par Alexandre le Grand, roi de Macédoine. Celui-là même qui en a profité pour apporter ce fruit en Europe. On peut dire que si nous nous régalons chaque été avec des plateaux de ce fruit juteux, c'est quand même grâce aux Chinois de l'Antiquité. Et on ne doit pas que ça aux Chinois. La Chine antique ne s'est pas contentée de produire des péchés, elle est aussi le berceau du taoïsme. Les taoïstes pensent aussi qu'on doit souffrir car on a péché? Alors non. La relation des taoïstes au travail et à la souffrance est très différente de la version judéo-chrétienne. Elle est très différente et plus subtile. Le travail est une des composantes du monde. En tant que telle, elle se divise, comme toute autre chose, en un aspect yang et un aspect yin. Si ces notions sont un peu floues pour vous, je vous renvoie à l'épisode 10, Frères et sœurs ennemis. La composante yang du travail est liée à la notion d'effort, à cette idée qu'il faut pousser la charrette pour qu'elle avance. Si nous restons posés sur nos fesses, en espérant que le monde nous apporte un plateau de bonne pêche juteuse, la probabilité que ça se produise est quand même faible. Avouez, nous avons tous besoin d'une impulsion, d'une mise en mouvement. Chez certains, il suffit d'une faible intensité, alors que chez d'autres, on a besoin de 200 000 volts. C'est ça le yang, cette étincelle, ce coup de pied aux fesses, cette application de notre volonté qui met en branle notre univers proche, ou à minima, juste nous. Les taoïstes ne sont pas opposés à l'idée de transpirer un peu pour avancer sur la voie, bien au contraire. Et tous ceux qui ont participé à mes masterclass savent qu'il y a des moments durs, quand par exemple on va rester 1 heure ou 2 les bras en l'air à faire des mouvements, sans poster ni petit biscuit. Les taoïstes savent parfaitement que sans ce côté yang, on va juste rester sur notre canapé à regarder Netflix. Gros mous en puissance que nous sommes. Car oui, faut pas se leurrer, si nous avons un potentiel à une certaine grandeur, à une certaine évolution, nous avons aussi un potentiel à la paresse. Il suffit de regarder l'offre colossale des rayons de produits ultra transformés dans les supermarchés, vous savez, prêts en 5 minutes au micro-ondes, pour s'en convaincre. Fidèles à leur vision du monde yin-yang, les taoïstes ne négligent pas l'un des deux aspects au profit de l'autre. Pour eux, les deux sont d'importance égale. Le yin n'est pas mieux que le yang, ou vice-versa. Comme le disent les commentaires sur l'enthousiasme, qui est l'un des 64 dagwa, ou en français, l'un des 64 hexagrammes. Il est avantageux d'engager des auxiliaires et de faire marcher des armées. Yijing, jugement, hexagramme 16. Et pour enfoncer le clou, car c'est un passage que j'adore, je laisse l'auteur de La Fleur d'Or, Lu Dongbin, toujours plein de tact, vous rappeler un petit détail. Pratiquer avec diligence. Quelle pitié de perdre son temps. Un jour sans pratique, un jour comme un fantôme. Une seule respiration, immortelle pour un souffle. Plus d'efforts, plus d'efforts. Vous le voyez, les taoïstes ne sont pas contre le travail. Ils sont en revanche contre la souffrance inutile. Et pour revenir sur notre discussion sur les réseaux sociaux, le problème réside justement dans cette confusion entre travail et douleur. Nous pouvons certes souffrir en travaillant, c'est possible. Nous avons tous, à un moment ou à un autre dans notre vie, expérimenté cela. Mais que la souffrance, le désagrément soit possible, ne signifie nullement qu'il soit obligatoire. Vous voyez la nuance entre possible et obligatoire, entre probable et certain. Il y a des nuages dans le ciel, il est possible qu'il pleuve. D'expérience, vous savez qu'il n'est pas certain qu'il tombe des cordes, ni même une légère bruine.
Nous le savons pour les nuages et la pluie, nous ne commettons pas cette grossière erreur de raisonnement. Pour autant, on se fait avoir quand il s'agit de notre activité professionnelle. Et oui, la faute à ce lavage de crâne religieux. On en arrive même à penser que si on n'en a pas bavé des ronds de chapeau, c'est que nous nous sommes reposés, que nous avons glandé, que sans souffrance, il n'y a pas de travail possible. Regardez bien une dernière fois la structure logique qui a été démolie par la religion. Travail égale souffrance probable, transformé en travail égale souffrance obligatoire. Je le redis, les taoïstes n'ont rien contre le fait de forcer comme une brute et de se faire des ampoules, quand c'est nécessaire, quand les circonstances l'exigent. Et tenez, cet autre extrait des commentaires sur l'un des 64 Dagwa nous le montre encore. Un grand chariot à charger. Il est permis d'entreprendre quelque chose. Pas de blâme. Yi Jing, commentaire, hexagramme 14. Là, on vous dit clairement que le boulot ne va pas se faire tout seul, qu'il faut retrousser ses manches, se mettre au taf. Se mettre au taf, c'est yang. On vous dit aussi que vous avez le droit d'entreprendre, donc de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Le nouveau, c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Je sais, j'enfonce une porte ouverte. Eh bien, le nouveau, c'est yang. Et comme nous allons le voir après, les stratégies qui sont vues comme meilleures, comme idéales, ne sont pas celles étiquetées yang. On vous rajoute donc, pour que vous compreniez bien, pas de blême Coco, tu peux bourriner. Enfin, pas de blâme. Mais est-ce qu'on vous dit que vous devez vous faire un lumbago pour charger votre chariot? Pardonne-moi de ne pas trépigner de bonheur. Problème de lumbago. Non, nullement. Ça, c'était pour le côté yang du travail. On résume, de l'effort, mais pas de souffrance. Voyons maintenant le côté yin. J'en ai déjà parlé dans l'épisode 1, l'anti-pouvoir de la force, mais aussi dans d'autres opus comme le 12, les secrets de l'immortel. Le côté yin du travail, c'est la non-action, le fameux Wu Wei. Le plus souple dans le monde triomphe du plus dur. L'absence pénètre même ce qui n'a pas de fente. Ainsi je réalise l'intérêt de la non-action. Dao De Jing, chapitre 43. Ce teaser ne nous en apprend pas beaucoup plus sur ce qu'est la non-action. On nous fait juste un petit coup de publicité pour nous inciter à nous y intéresser. Il faut attendre quelques chapitres pour que nous ayons des informations plus pratiques. Mais néanmoins, on nous donne une clé essentielle. La dureté ne fonctionnera pas sur du long terme, car au final, seule la souplesse vaincra. Quand Lao Tzu définit enfin le Wu Wei, il va utiliser à la fois une méthode pour y parvenir et un garde-fou, car nous pourrions être tentés par trop de souplesse, qui ne serait en fait que de la mollesse. Diminuer et encore diminuer jusqu'à la non-action. La non-action n'est pas de ne pas faire. Dao De Jing, chapitre 48. Il nous demande d'enlever, mais pas de tout enlever pour finir par glander. Conférer le canapé et Netflix. Conférer notre haut potentiel de paresse. Alors, que doit-on enlever? Le dur, celui du chapitre 43. Le dur, c'est le yang en termes taoïstes. On doit diminuer petit à petit nos efforts, notre souffrance pour qu'il ne reste que ce qui est souple, sans force, sans frottement. On supprime les blocages, les tensions en nous pour que tout ce que nous entreprenons soit fluide, tranquille, souple, coulant de source. Tout ce que nous entreprenons, y compris l'évolution spirituelle? Tout, y compris l'évolution spirituelle. N'en déplaise tous ceux qui postent ces messages sur la souffrance et le mal-être intrinsèques à toute évolution. Les taoïstes voient le monde et son fonctionnement sous l'angle de grandes règles qui s'appliquent à tout. Que ce soit pour du bricolage, pour de la cuisine, pour éduquer ses enfants, s'arrêter de fumer, diriger un groupe. Dans leur vision, les mécanismes à l'œuvre sont les mêmes. Ainsi, le taoïsme est super clair sur la notion d'évolution vers une meilleure version de soi-même. On doit avoir cette impulsion yang qui nous lance sur la voie et qui nous fait avancer. Et ensuite, on doit enlever tout frottement pour ne pas se freiner brusquement. Je vais prendre une image pour vous expliquer ça de manière très concrète. Tout le monde a, je pense, un jour ou l'autre, cherché à déplacer un objet lourd sans le relever. Que ce soit un gros carton de déménagement, un meuble en bois massif ou une voiture qui refusait de démarrer. Que s'est-il passé? Le début est très pénible. Tant que rien ne bouge, on force vraiment beaucoup. Puis, il y a cet instant où le mouvement apparaît. Et là, comme par magie, les forces de frottement diminuent. Ouais, c'est un truc de malade. À tel point qu'en fac, les profs de physique n'ont jamais pu nous en donner clairement la raison. Bon, toujours est-il que dès que la force exercée par nos muscles dépasse la force d'adhérence, ce qui colle au sol, le meuble ou la voiture avance d'un coup, et d'un coup beaucoup plus facilement. On peut même être surpris et perdre l'équilibre.
Là, si on s'arrête de pousser, c'est la misère, car on doit reprendre notre effort premier, celui qui nous a vraiment fait suer. La solution, c'est de ne pas s'arrêter de pousser. Et là, on s'aperçoit que, en fait, c'est relativement simple. Et tant qu'on maintient ce mouvement, on est presque à la limite de ne pas forcer. Du moins, en comparaison avec la difficulté initiale. Si en plus, pour pousser un meuble, on a été malin, qu'on a enlevé la moquette, qu'on a posé le meuble sur des morceaux de carton ou sur des disques dont la surface inférieure est bien lisse, afin de diminuer les frottements, le déplacement du dit meuble devient un jeu d'enfant. Vous avez là l'expression exacte de ce qu'on vous demande de faire avec le non-agir. Si votre but est d'amener le buffet de mamie du salon au camion de déménagement, qui est sur la bonne voie? Celui qui se fait mal, qui en bave, qui transpire comme un bœuf, ou celui qui, en éliminant le plus d'obstacles, y arrive sans tremper son t-shirt? Qui est celui qui ira le plus loin? Qui est celui dont on doit suivre l'exemple? Ce qui est délirant quand on y pense, c'est que le bon sens dont on peut faire preuve dans la vie de tous les jours ne s'applique plus sur les réseaux sociaux ou lorsqu'on parle d'évolution. C'est un peu comme si les lois de l'univers étaient suspendues parce que nous sommes derrière un clavier. Est-ce qu'il y aurait un rapport avec la méditation ? Alors, je voudrais juste finir avec un point sur cette histoire de force et ensuite je boucle en revenant sur la méditation. Nous avons tellement intégré cette idée d'effort que nous pensons qu'en tout domaine, si nous ne sentons pas cette résistance du monde, que nous ne sentons pas une certaine souffrance chez nous, eh bien c'est que l'on ne fait rien. Nous allons même dénigrer un résultat obtenu simplement. J'ai vu beaucoup de personnes qui venaient faire un stage pendant un week-end ne pas continuer. Eh oui, c'était trop simple. Ils oscillaient entre « j'ai tout compris » et « c'est pas possible que ce soit si simple, je dois faire fausse route ». Nous retrouvons cette vision partout dans notre vie. Les devoirs d'école doivent être une épreuve pour les enfants. Ils ne peuvent pas être un plaisir. Avoir un corps en bonne santé doit passer par des régimes sévères ou des restrictions drastiques. Avoir un corps fort doit passer par transpirer et se faire mal à la salle de sport. En réalité, si l'enfant ne force pas pour faire ses devoirs, c'est peut-être qu'il a compris comment travailler. Pour avoir un corps relative bonne santé, il suffit de ne pas lui imposer des agressions permanentes. Et pour avoir un corps fort, il suffit de comprendre comment l'utiliser de manière unifiée. L'effort, la dureté, la sensation de résistance devraient au contraire être des indicateurs qu'on s'y prend mal. La facilité, l'aisance, l'absence d'effort, le côté surprise, parce qu'on l'a juste fait, sans bourriner, est un indicateur qu'on s'y prend bien. Mais alors, pourquoi les gens sont si contents quand on leur dit que la souffrance et l'effort sont nécessaires ? Simplement parce que cela justifie leur mal-être. Je dors mal. Et au lieu de me dire que je dois changer quelque chose, que je dois enquêter sur moi, sur mon fonctionnement, on me dit que je suis en train de devenir un être supérieur. Je dis jackpot, c'est tentant de se laisser abuser. C'est tentant par simple faiblesse d'accepter l'explication qui nous caresse dans le sens du poil. L'explication ne tient pas la route 2 secondes, mais on veut tellement y croire. Et là, je reviens sur nous et la méditation. La méditation, ou comme on l'appelle chez nous le Shengong, soit le travail de l'esprit, est un outil pour aller voir de plus près notre esprit et pour creuser ses mécanismes. Nous pouvons être pétris de préjugés au point de ne pas nous rendre compte de nos incohérences de raisonnement. C'est parfaitement possible et probable. Nous sommes le produit d'un environnement, d'une époque, d'une classe sociale, d'une culture. Nous sommes influencés par ce que les autres racontent, parce que des personnes disposant à nos yeux d'une certaine autorité racontent. Et, point important, ce n'est pas parce que nous sommes enfermés dans des croyances que nous sommes débiles. Non, heureusement que non. Nous sommes comme un moteur qui aurait été mal réglé et que l'on alimente en mauvais carburant. Ce n'est pas le moteur qui est bon à jeter, pas puisque nous ne sommes des crétins irrécupérables. Il suffit de changer les réglages et d'alimenter le moteur avec un carburant adéquat. Et ça donne quoi pour de l'évolution personnelle ? Changer les réglages, c'est par exemple se poser des questions sur ce que l'on croit vrai ou faux. Est-ce que nos croyances vont à l'encontre de l'expérience physique ? Est-ce que nous croyons à quelque chose parce que cela nous fait plaisir ou nous met en valeur ? Est-ce que nous croyons à quelque chose uniquement car l'information vient d'une personne qui est une autorité sur le sujet ? Est-ce que nous adoptons une croyance car d'une manière plus générale, nous faisons juste confiance à celui qui nous donne l'information ? Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. Changer de carburant, ça serait par exemple de ne garder que des exercices physiques, ceux qui ne blessent pas le corps, ou de ne garder que les préjugés qui ne vont pas trop contre le fonctionnement naturel de l'humain et du monde. Ce qui m'enlève parfois le peu d'espoir que j'ai dans l'espèce humaine, c'est le genre d'échange suivant, dont je précise, aucun mot n'a été changé. Croire, c'est déjà penser plus positivement. Et quand on sait que nos pensées créent notre réalité... Tu peux croire autant que tu veux que tu sais voler, tu ne décolleras pas du sol pour autant. Donc il y a une limite très claire à l'idée que le monde est créé par nos pensées. C'est bien dommage pour vous d'être autant enfermé dans votre mental. Pour info, lorsque je m'imagine voler, je vole.
Et c'est merveilleux. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Oui, je sais. Là, j'ai été vraiment stupide et j'ai répondu. Alors qu'en fait, j'aurais juste dû m'abstenir. Si quelqu'un confond ce qu'il imagine dans sa tête avec la réalité, il n'y a juste pas de discussion possible. C'est là que je me suis rendu compte que mon troisième but, à savoir ne pas m'emballer et défoncer à tout va ceux qui racontent des niaiseries, n'était pas vraiment atteint. Le travail de l'esprit, la méditation, est là pour clarifier nos mécanismes, et entre autres pour ne pas confondre imagination et réalité. Cela peut aller assez loin quand on y pense, et sans parler de se prendre pour un oiseau. J'ai une conversation au travail avec quelqu'un, et disons que par exemple, je l'interprète comme une tentative de sa part de diminuer la qualité de mon travail. Que vais-je garder en mémoire comme information? La conversation mot pour mot, ou le fait que Bob a encore essayé de me rabaisser devant ma chef? Ah oui, c'est bête, hein, mais on va garder nos commentaires. Et ce d'autant plus qu'on va se les répéter plusieurs fois. Et aussi les répéter à notre compagne, à nos collègues, nos voisins de comptoir au PMU du coin. Nous allons créer dans notre esprit une version erronée du monde, une version altérée de notre histoire, une version fantasmée de nous-mêmes. Le Shengong est là entre autres pour diminuer cette propension à créer notre propre enfer. En 1943, Sartre nous affirmait pourtant dans sa pièce Le Huis clos que « pas besoin de grille, l'enfer c'est les autres ». Rappelons pour ceux qui, comme moi, n'ont pas eu de professeur de philo digne de ce nom, ni de professeur d'histoire non lobotomisé par le Parti communiste, que ce même Sartre affirmait en rentrant du RSS en 1954 que, je cite, « le citoyen soviétique possède une entière liberté de critique » et qu'il ne fallait pas juger le communisme sur ses actes, mais plutôt sur ses intentions. Pratique comme pirouette pour justifier les dizaines de millions de morts, tant en URSS qu'en Chine. Et si la phrase ne fait pas monter en vous le dégoût, remplacez communisme par nazisme, car l'argument qu'il utilise peut être appliqué à tout. Et oui, Sartre n'était pas étouffé par l'honnêteté intellectuelle. Désolé donc Sartre, mais l'enfer ce n'est pas les autres, c'est nous. Il faut arrêter de se déresponsabiliser et de faire porter la charge de notre mal-être, du fait que l'on fume, que l'on boit, que l'on passe trop de temps sur les écrans ou au PMU du coin, sur la société, la culture, sur les autres. Si les taoïstes rejoignent les marxistes sur l'idée que nous sommes formés ou déformés par notre environnement, ils pensent en revanche que jusqu'à un certain point, nous pouvons nous en défaire, que nous avons la possibilité de lutter. On n'est juste pas d'accord sur le site de lutte. Mieux que ça, les taoïstes pensent que c'est de notre devoir de lutter pour nous débarrasser de tout ce fatras dont on nous encombre depuis des générations. C'est l'idée du retour vers la simplicité. C'est l'idée d'être en partie maître de son destin. Eh bien, sans surprise, la responsabilité de ce retour ne se situe pas chez l'autre. Elle est bien chez nous. Nous sommes responsables. Il faut être logique. Si nous acceptons des louanges quand on réussit, si nous acceptons certaines victoires comme les nôtres, eh bien, il faut aussi accepter comme nôtres nos bassesses, nos faiblesses, nos échecs. C'est juste la logique de base, hein. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Et penser autrement, c'est juste une forme d'hypocrisie, de mauvaise foi, ou la présence d'une bouillie mentale. Alors oui, cela nécessite du yang, de l'effort, pour se secouer de ce discours déresponsabilisant. C'est pas ta faute, mon chéri, si tu t'adaptes pas. Les autres ne comprennent pas que tu es au potentiel. Ouais, et si je coule dans la mer, ce n'est pas moi qui ne sais pas nager. C'est juste que la mer ne comprend pas ma vraie nature de non-amphibien. Je sais pas nager. Enfin, si, je sais nager, mais pas dans l'eau. Non! Un peu de bon sens, ça ne fait pas de mal. Pour en revenir à ces groupes de discussion sur Facebook, il est juste atterrant de voir qu'une partie des gens qui sont abonnés ne cherchent en réalité qu'une excuse, aucune justification à leurs conditions, mais refusent de chercher à changer quoi que ce soit. Oui, une partie seulement. Et heureusement, ce qui me redonne un peu foi dans l'humanité. J'ai l'air de blâmer dans cet épisode ceux qui ont de la bouillie dans le crâne, qui n'appliquent pas les mêmes principes selon les contextes, qui se déchargent de leurs problèmes sur les autres. Mais sachez qu'en réalité, je les comprends profondément. C'est la malédiction de l'empathie. On comprend l'autre, même si ses comportements relèvent du non-sens absolu. Même si par ailleurs, on aurait envie de le gifler pour qu'il se réveille. On dirait pas comme ça, mais je vous assure que c'est parfois sûr. Non, pas de vouloir le gifler, juste de le comprendre. Je sais aussi par expérience que c'est difficile de passer à l'action, d'accepter de se prendre en main, d'accepter de se regarder en face avec toutes nos contradictions. Je le sais, je suis passé par là. Vous croyez quoi? Que je suis né comme ça? Avec du recul sur moi, avec du lâcher-prise, de l'empathie, de la diplomatie? Ok, pour la diplomatie, j'ai encore un peu de travail. En réalité, j'ai passé plusieurs décennies à être frustré, en colère, de mauvaise foi, à rejeter mes problèmes sur les autres.
Heureusement qu'il n'y avait pas Facebook à l'époque, sinon j'aurais fréquenté assidûment tous les groupes où l'on m'aurait affirmé que j'étais un incompris, doté d'un haut potentiel, que limite j'étais un demi-dieu. Franchement, je l'ai échappé belle. Je sais que c'est pas facile, mais bon, faut arrêter un moment de se plaindre parce qu'il n'y a pas de bière végane dans son magasin bio, ou qu'il n'y a pas de neutre en français qu'on utilise le masculin, ou parce que l'on organise un championnat de foot au Qatar, alors que personne n'a pipé mot lors des JO de Pékin en Chine, dans l'une des plus grandes dictatures du monde. C'est des problèmes de riches tout ça. Ce n'est pas parce que ce n'est pas facile qu'il faut baisser les bras. Les études, ce n'est pas facile, et heureusement, des gens en font. Être plombier, ce n'est pas facile, et heureusement, il y en a. Ce n'est pas facile, certes, mais c'est possible. Il faut un peu d'aide, il faut de l'information. La data, c'est la base du travail. Et oui, ce podcast est un moyen de donner cette information, de déclencher cette première étape alchimique de transformation. C'est la première étape, mais il y en a 3 autres derrière. 3 autres qui vont transformer cette data brute en accomplissement. Et je vous cache pas, elles vont demander du travail, mais pas nécessairement de douleur. La data, c'est comme de savoir qu'un club de sport a ouvert près de chez soi. Ah, c'est bien, c'est cool, mais nous ne faisons pas pour autant du sport. Il faut à minima aller s'inscrire et ensuite y retourner pour pratiquer. Nous avons besoin de passer à l'action. Et je sais que c'est coton. Encore une fois, je suis passé par là. Donc, je ne jette pas la pierre. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'agacer. Alors, bien que la période soit plus propice à se mettre sous la couette et à regarder un bon épisode, plutôt que de se lancer dans une pratique, je vous ai préparé un coffret spécial. J'aurais pu l'appeler « coffret, je me sors les doigts du fondement », mais ma conseillère en communication s'est brusquement figée quand je lui ai présenté mon idée. J'ai donc choisi le terme plus avenant de « coffret, je me lance ». Alors, que contient ce coffret « je me lance » ? Une vidéo générale expliquant ce que l'on cherche à faire avec la pratique, 3 vidéos d'exercices physiques pour développer les 3 qualités du corps, une vidéo pour trouver le centre énergétique, une vidéo essentielle pour le travail méditatif, 4 sessions live de 30 minutes chacune. Ce coffret est à destination de ceux qui ne se sont pas encore lancés dans la pratique, qui ont compris que l'enfer, c'est nous, et qui veulent s'en sortir, et qui ont besoin d'être un peu accompagnés, d'être poussés. Vous savez, comme la voiture qui refuse de démarrer. Comme je le disais juste avant, il n'y a pas de mal à avoir besoin d'aide. Il faut juste saisir la main tendue et tirer un peu aussi pour se sortir de l'ornière. Et comme je suis un faible qui espère encore que les gens veulent s'en sortir, ce coffret sera en promo à moitié prix pendant 10 jours. Que les abonnés Gold et Premium se rassurent, j'ai aussi prévu pour eux des vidéos de pratique en live avec le replay qui va bien. Et nous referons une masterclass très spéciale où je vous aiderai à trouver le silence mental. Tout ça se passe sur thedaoproject.org. Et ça commence par une simple inscription gratuite qui vous donne accès à 7 cadeaux. Un saut taoïste avec l'exercice qui l'accompagne, 12 conseils de pratique, un exercice à faire dans les rêves, 4 exercices dans la journée et un test pour voir son état émotionnel. Tout ça, c'est cadeau. Après, c'est toujours la même histoire. Je vous tends la main en vous donnant des exercices, mais c'est de votre responsabilité de les pratiquer. L'enfer, c'est nous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour tous ces lives en décembre et je vous encourage à pratiquer.